Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la description des fluides au repos, notion de ton programme de la classe de première en physique-chimie. Alors quand on parle de fluide, on sous-entend qu'on peut avoir affaire à un liquide bien sûr, mais aussi à un gaz. Un fluide, c'est donc un objet macroscopique, composé d'une quantité gigantesque d'entités microscopiques. Des particules, souvent des molécules. Dans ce chapitre, je parlerai d'ailleurs indifféremment de particules ou de molécules. Dans un fluide, il y a donc sans arrêt une quantité monstrueuse de chocs, les molécules se déplaçant sans cesse et se rentrant dedans parfois au gré de leur croisement et de la vitesse qu'elles possèdent. Elles peuvent faire des collisions entre elles ou sur les parois du récipient qui les contient. Il faut quand même noter une différence notable entre les gaz et les liquides. Même si on range tout ça dans la catégorie des fluides, ils ne vont pas se comporter de la même manière. Dans les liquides, les particules restent très proches les unes des autres, alors que dans les gaz, elles ont tendance à être plus espacées et à occuper tout le volume qui leur est offert. Mais bon, comme le moindre verre d'eau contient déjà pratiquement 10 puissance 25 molécules d'eau, un 1 suivi de 25 zéros, il n'est pas possible de décrire individuellement le comportement de chaque molécule d'eau. On va donc utiliser une description macroscopique avec des grandeurs macroscopiques, qui vont traduire au mieux ce qu'il se passe dans le récipient qui contient notre fluide. Tu vas ainsi avoir 3 grandeurs à connaître pour décrire le comportement macroscopique d'un fluide. Tout d'abord, sa température grand T, dont l'unité dans le système international est le Kelvin. Alors bien sûr, on utilise aussi beaucoup le degré Celsius. La température, elle traduit l'agitation thermique moyenne des particules de ton fluide. Pour faire simple, plus tes particules vont vite en moyenne dans ton fluide, plus elles auront une énergie cinétique importante, et plus la température mesurée sera élevée. C'est ça la signification de la température d'un point de vue microscopique. Une agitation thermique de particules. La deuxième grandeur que tu dois connaître, c'est la pression grand P. Son unité dans le système international, c'est le pascal. Même si encore une fois, on va utiliser souvent d'autres unités. D'ailleurs, si tu as déjà gonflé des pneus de voiture, tu as probablement déjà utilisé le bar. Un bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 100 000 pascal. Puisque oui, le pascal, c'est une unité de pression qui est très petite. La pression, c'est une grandeur qui va traduire l'impact global des chocs des particules sur une paroi. Chaque particule va aléatoirement entrer en collision parfois avec une paroi du récipient qui contient le fluide, et ce faisant, elle va transmettre une petite quantité d'énergie à la paroi. Alors la quantité d'énergie transmise par une seule particule, elle est ridiculement faible. Mais n'oublie pas qu'on parle d'un récipient qui en contient plusieurs milliards de milliards, et que chacune d'entre elles va produire énormément de collisions chaque seconde. Alors un petit rien multiplié par beaucoup, ça commence à faire au final quelque chose. On arrive au final à avoir une action mécanique sur la paroi, c'est ça qu'on appelle la pression. Et la pression, elle sera donc d'autant plus élevée qu'il y a de chocs et qu'ils sont violents. Donc plus il y a de particules, plus la pression augmente, et plus l'agitation augmente, plus la pression augmente. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que les liquides ont souvent des pressions plus élevées que les gaz, si les autres paramètres restent identiques bien sûr. Et que si la température augmente, la pression augmente également, si on ne modifie pas le volume, bien entendu. Mais ça, on va en reparler dans la suite de cette vidéo. La troisième et dernière grandeur, tu la connais déjà puisque tu l'as vue en seconde. C'est la masse volumique. On la note ρ, et son unité dans le système international, c'est le kilo par mètre cube. Même si pour le coup on voit un peu toutes les variantes dans les unités et que tu vas devoir faire pas mal de conversions si jamais tu t'en sers. Les gaz ont souvent des masses volumiques bien plus faibles que les liquides, et de manière générale, plus on augmente le nombre de particules par unité de volume, plus la masse volumique a tendance à augmenter. Même si bien sûr, ça dépend aussi du type de particules que comporte notre fluide. Si tu remplis ton récipient avec de l'or ou avec de l'eau, ça aura pas tout à fait la même masse volumique. Les liquides, ils sont dits incompressibles, alors que les gaz sont dits compressibles. Schématiquement, c'est-à-dire que tu peux faire tenir le même nombre de molécules de gaz dans un volume plus petit, ce n'est en général pas possible avec un liquide. Vois ça comme une rame de métro bondée. Il n'y a déjà plus de place libre, alors on ne va pas pouvoir prendre un métro plus petit pour faire tenir tout le monde. Et bien avec les liquides, c'est pareil. Les molécules sont déjà tellement serrées qu'on ne peut pas les coller encore plus. Maintenant qu'on a vu les 3 grandeurs qui permettent de décrire un fluide au repos, on va s'attarder dans la suite de cette vidéo à comprendre les relations qui existent entre elles. Puisque oui, en général, quand on modifie une de ces grandeurs, ce n'est pas neutre sur les autres qui vont être modifiées également. Pour ça, on a tout d'abord la loi de Mariotte, du nom de Edmé Mariotte, un Français du XVIIe siècle. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente dans ton programme officiel. Alors pour la petite anecdote, nos amis anglophones connaissent probablement cette loi sous le nom de la loi de Boyle, du nom de Robert Boyle, un Irlandais. Et moi je l'ai apprise il n'y a pas si longtemps sous le nom de la loi de Boyle-Mariotte, avec les deux noms combinés. Bref, il y a sûrement un débat très intéressant pour savoir qui a vraiment découvert cette loi derrière tout ça, mais en tout cas, sache que ces 3 dénominations renvoient vers la même chose, la loi de Mariotte. Cette loi, elle nous dit que le produit de la pression et du volume est constant au sein d'un gaz dit parfait. Alors attention ici, 2 remarques. Cette loi, elle ne peut pas s'appliquer au liquide, et elle ne fonctionne que pour des pressions modérées.
typiquement inférieure à 100 bars. Bon, ça reste quand même 100 fois la pression atmosphérique, donc c'est pas si modéré que ça non plus. Pour les unités, la pression est en pascal et le volume en mètres cubes. C'est un piège dans lequel les étudiants peuvent facilement tomber lorsqu'ils ne sont pas habitués. Les volumes sont souvent exprimés en litres, mais pas ici, c'est bien en mètres cubes. Pour l'exemple, si on a un gaz dans un volume de 1 mètre cube avec une pression de 100 000 pascal, environ la pression atmosphérique, et qu'on le comprime dans un volume 4 fois plus faible, de 0,25 m3 donc, alors la pression sera 4 fois plus forte, c'est-à-dire 400 000 pascal. Tu le vois, cette loi elle est simple à utiliser puisqu'il s'agit de faire un simple produit en croix. Ici l'opération elle est relativement simple, donc j'ai tout fait de tête, mais si jamais tu n'en es pas convaincu, je t'invite à faire l'exercice sur une feuille et à le poser calmement. Je t'ai dit précédemment dans cette vidéo que la pression correspond au choc que les particules exercent sur les parois du récipient qui contient le fluide. Et bien en réalité, tous les points du récipient qui sont en contact avec le fluide vont subir de la part de ce fluide des chocs, qu'on va pouvoir modéliser par une action mécanique, la force pressante. Cette force elle aura les caractéristiques suivantes. Son point d'application ce sera tous les points de la paroi, sa direction elle sera perpendiculaire à la paroi, donc regarde les flèches rouges que j'ai tracées, elles sont perpendiculaires à la paroi du ballon à chaque point d'application. Son sens, c'est orienter du fluide vers la paroi, et sa valeur, on va voir ça tout de suite. Puisque en effet, il existe une relation entre cette force et la pression exercée par le fluide. La force est égale à la pression fois la surface de contact. Si on prend par exemple notre ballon, qui est gonflé à la pression atmosphérique de 100 000 pascal environ, et qui a une surface de 1 m², la force pressante exercée par le gaz sur sa paroi est alors le produit de ces deux valeurs, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance 5 newtons. Alors c'est une force qui est assez énorme. Mais du coup on peut se demander pourquoi est-ce que le ballon il n'explose pas. D'ailleurs je te laisse réfléchir à cette question et je te donne la réponse à la fin de la vidéo. Alors cette année et notamment l'année prochaine, tu verras plus en détail des exemples de forces pressantes, notamment avec la poussée d'Archimède qui est à ton programme de terminale. Mais si tu le souhaites, tu peux aller voir cette vidéo où j'explique le principe d'Archimède d'une manière qui est vraiment abordable. On arrive maintenant à la dernière partie de cette vidéo, la loi fondamentale de la statique des fluides. Mais avant ça, si tu es arrivé jusque là et que cette vidéo elle te plaît, pense à t'abonner pour avoir accès à toutes mes vidéos de cours de physique-chimie pour le lycée et lâche un pouce bleu pour mon référencement, ça me fera toujours plaisir. Revenons-en à nos fluides. Dans un fluide au repos, la pression P elle n'est pas identique en tout point du fluide. Notamment, dès qu'on va changer d'altitude, la pression elle va varier puisque les points les plus bas vont subir une pression supplémentaire de la part du fluide qui va être au-dessus. Pour mieux comprendre et surtout pour illustrer ça, on peut utiliser un axe Z. Alors on a tendance à toujours le diriger vers le haut. On placera le point d'origine, le point 0, au point le plus bas du récipient. Il n'y a absolument rien d'obligatoire ici, tu peux le placer n'importe où, ça va fonctionner quand même si jamais tu es rigoureux, mais faire comme ça simplifie les calculs par la suite. Je crois que tu as envie que ça soit plus simple, non? Si on prend deux points A et B dans notre fluide avec des altitudes différentes, alors on peut écrire la relation suivante. La différence des pressions PA moins PB, c'est égal à la masse volumique du fluide, fois l'intensité de la pesanteur, fois la différence des altitudes ZB moins ZA. Si jamais tu te poses la question, oui, cette relation elle est à connaître par cœur, puisque tu devras probablement l'utiliser à travers un exercice à un moment donné. Et si jamais tu te poses la question également, oui, je n'ai pas fait d'erreur, il y a bien une inversion entre l'ordre des pressions et des altitudes dans cette formule. Fais bien attention à ça lorsque tu apprends la formule, c'est pas habituel, et si tu n'es pas vigilant, c'est l'erreur assurée. Cette loi elle ne va fonctionner que pour des fluides incompressibles, c'est-à-dire grosso modo que les liquides. Pour les gaz, ça marche pas. Et avec un champ de pesanteur uniforme. Sur Terre, on peut donc considérer que sur quelques centaines de mètres d'altitude, le champ de pesanteur il est relativement uniforme. Donc t'as aucun souci à avoir si jamais l'expérience ça se passe dans un laboratoire par exemple. Et voyons voir ce que ça donne à travers un exercice d'application. On a une piscine qui fait 2 mètres de profondeur et on se demande quelle est la pression au fond de la piscine. Pour répondre à cette question, on commence par faire un schéma du problème, avec un rectangle pour la piscine et un axe gradué vers le haut. Ça, normalement, jusque là, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est la base, c'est le cours qui nous dit de faire ça. On place le point 0 en bas de la piscine, et le haut de la piscine il sera alors à 2 mètres. Jusque là on n'a toujours pas vraiment réfléchi, on a continué à appliquer le cours. L'étape où on va devoir réfléchir, c'est le choix de nos points A et B. Ici j'ai décidé de le placer au fond de la piscine et à la surface de la piscine. Alors pourquoi? Au fond de la piscine c'est tout simplement parce que c'est là où je cherche à calculer la pression. Donc je suis obligé d'avoir un point ici. Donc finalement la vraie question c'est plutôt où je vais placer mon deuxième point. Le point A. Et ici, j'ai pas vraiment le choix. Je vais devoir le placer à la surface de l'eau, puisque c'est le seul endroit où je connais la pression. Puisque ici, la pression, ça sera la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique ici, je ne l'ai pas écrit dans les données, mais si jamais tu étais le jour d'un examen, il y a toutes les chances qu'on te l'ait donné, indiqué quelque part dans l'énoncé. Et une fois qu'on a choisi nos deux points, on n'a plus qu'à dérouler en utilisant la formule et en faisant l'application numérique à la suite. On réécrit la formule, sans se tromper et en respectant bien l'inversion entre les pressions et les altitudes.
On remplace PA par la valeur, donc pression atmosphérique. Rho, c'est le rho de l'eau. Et on remplace la formule pour avoir PB, donc la pression au point B, c'est ce qu'on cherche. À ce stade-là, on n'a plus qu'à faire l'application numérique puisqu'on connaît toutes les autres valeurs. La pression atmosphérique, je te l'ai dit, on te l'aurait rappelé si jamais tu avais eu à faire cet exercice en examen. Et après calcul, on trouve une pression au point B de 1,2 fois 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire environ 20% plus élevée qu'au point A. La pression augmente de 20% lorsqu'on est 2 mètres sous l'eau. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que tu as mal aux oreilles si jamais tu plonges. Tes tympans subissent une force inhabituelle. C'est douloureux et ils te le font savoir. Avant de se quitter, est-ce que tu as la solution au fait que le ballon n'éclate pas malgré la force pressante élevée exercée par le gaz à l'intérieur? Eh bien en réalité, la solution, elle est assez simple. L'air à l'extérieur du ballon exerce aussi une force pressante, mais de sens opposé. De telle sorte que les deux forces vont s'annuler. Le ballon, au final, il ne ressent aucune force en résultante, donc il n'éclate pas. C'est comme si avec un ami tu pousses très fort un objet dans un sens, et lui aussi fort mais dans l'autre sens. Malgré vos efforts, l'objet, il ne bouge pas. Enfin, disons plutôt que pour être tout à fait complet, la pression à l'intérieur du ballon, elle est très légèrement supérieure à la pression atmosphérique. Et oui, n'oublie pas que tu as gonflé le ballon en lui apportant de l'air avec tes poumons, de telle sorte qu'il existe une légère force résultante dirigée vers l'extérieur du ballon. Elle permet à ton ballon de rester gonflé, mais elle n'est pas suffisante pour le faire éclater. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, abonne-toi, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos de physique et de chimie pour le collège et pour le lycée.